Dans ce nouveau numéro de Paname, je vous emmène dans un endroit où les trottoirs ont des oreilles. Je sais tout ce qui se passe, je suis l'agent secret de la rue. Un endroit où les pelouses cachent des trésors. L'oseille. De l'oseille. En période de crise, ça peut aider aussi, quoi. De l'oseille dans les ministères. De l'État. Un endroit où les parquets font des miracles. Donc le général de Gaulle a appris à danser sur ce parquet. Exactement. Un endroit où les mains ont des super pouvoirs. Et tout d'un coup, l'or s'est mis à briller et alors j'ai eu l'impression que la lumière sortait de ma main. Allez, suivez-moi dans cet endroit où même les vélos roulent sur l'or. En France, s'il y a bien un lieu où le pouvoir a élu domicile, c'est dans et autour de la rue de Varennes, au cœur du 7e arrondissement de Paris. Dans ce quartier très sélect et ultra protégé, on compte pas moins de 15 ministères, dont celui du Premier ministre installé dans l'hôtel de Matignon. Des locataires habitués à changer régulièrement de domicile selon les sursauts politiques et les grands rendez-vous électoraux. Entre deux patrouilles de CRS, je croise Roger, le boucher de la rue de Varennes. Depuis des années, il nourrit les familles du quartier et les grands serviteurs de la République. Ah, Comment ça va, Yvan. Roger? Attends, je gare. Comment Ça va ce vas-tu? matin? Ça va, impeccable, c'est le beau Nouvelles sont temps. bonnes? C'est le printemps, ça y est, t'as Ça vu? commence. Tout commence, Ça fait c'est du bien. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, Roger? Alors moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer et je vais fêter les 36 ans au mois de septembre, là. Ah, donc vous connaissez la rue par cœur? Un petit peu, ouais. Tout le monde? Je connais les enfants, les petits-enfants et les futurs, enfin tout. J'ai plus d'amis que de clients maintenant. Parce que mes clients sont devenus mes amis. Vous êtes le gardien de la rue de Varennes. Un petit peu, ouais. Oh, ouais, non mais je suis dans les confidences, je pense. Ouais. Comment ça, dans les confidences? Bah, je suis dans les trucs, je sais tout ce qui se passe, je suis l'agent secret de la rue. Ici, c'est un petit village en plus, hein, parce qu'il y a des belles familles qui sont là depuis très longtemps. Donc on a... Ouais, puis j'ai du plaisir, je pensais pas du tout que j'allais passer. Tu vois, je suis arrivé... Donc vous avez les J'avais grands- 17 ans quand je suis arrivé ici, j'en ai 54. Alors, vos clients aussi, ce sont les ministères? Et oui, à côté, on a l'hôtel Matignon qu'on a toujours. Donc le Premier ministre? Le Premier ministre. Un petit peu plus loin, après, nous avons le ministre de l'Agriculture. Et puis l'Élysée aussi? On a l'Élysée, Côté- un petit peu plus loin, oui, un petit peu plus loin. On a l'Élysée, donc on a servi Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, et puis maintenant François Hollande. Lui, il mange un peu plus de poisson, je crois, parce qu'il aurait tendance Il à... a fait un peu dans Mais, mon coin. mais il mange un petit peu de tout. Il est un peu à la méthode, je trouve, de Chirac. Il tient bien sa fourchette, je crois. Alors dites-moi, l'actuel locataire de Matignon, là, c'est un viandard ou pas? J'étais très content parce que quand il est arrivé, j'avais un superbe veau et j'ai fait un superbe carré de veau. Et j'ai eu ce que j'aime bien entendre, c'est-à-dire un retour le lendemain matin quand on m'a téléphoné à 8h pour me dire le cuisinier a été appelé. Mais d'où vient ce veau? Alors on a dit ça vient de chez Roger. Ah, c'est tout ce que je voulais entendre. Après, bon, tu sais, on a des satisfactions, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez des commandes particulières? Des choses un petit peu Bah, dingues? je fais que des trucs particuliers. Par exemple, là, je pourrais te faire voir le coucou de Rennes. C'est un poulet de 130 jours, tu vois. Il est en vitrine, il se trouve juste à côté de la tête de veau. Alors ça c'est un peu rare parce que c'est un poulet de 130 jours. Pour manger un très bon poulet, il faut l'arroser avec le fond de volaille. Et le fond de volaille, tu l'as, on te le donne. Les abats, le cou, le foie, le gésier, ça c'est génial. Et ça C'est redonne avec du ça. goût? Ah bah ouais, ça donne surtout du moelleux. On va voir dedans? Ouais. Ouais. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime, tu vois. Ah ouais. Ça c'est tout ce que j'aime parce que Ça, c'est le veau de... Ah, là, la c'est tête de veau. le demi. Là, c'est la bavette. Là, c'est le filet, le rognon. Un veau juste couvert, comme j'aime. Ah non, là, quand je reçois ça, tu vois, je suis déjà C'est du bonheur. satisfait. Ouais, c'est du bonheur. C'est vrai. hein. Ouais, on finira le morceau ensemble. Voilà, alors. on en mangera un petit morceau d'araignée, là. Qu'est-ce que tu D'accord. fais Ça, c'est bon, là? Ah oui, ça, L'araignée? c'est très bon, ça. Ouais. Je prends. Parmi la longue liste des clients privilégiés de Roger se trouve le ministre de l'Agriculture. L'actuel locataire a fait planter, dans le jardin de l'hôtel de Villeroy, un potager en biodiversité.
Il est tout petit et permet de nourrir uniquement le ministre et son cabinet. Et encore, au beau jour. Pierre, le jardinier, plantera les nouveaux semis dans quelques semaines. Pour l'instant, c'est l'heure de préparer le terrain. Bonjour Pierre, Bonjour Yvan. comment ça va? Ça va vous-même? Donc là c'est le potager du ministère. Tout à fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on l'a intégré en fait sur l'ensemble du parc qui date de la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est une volonté du ministre, Monsieur Le Foll. Lui, il a plutôt des exigences en termes d'agroécologie. Il est plutôt axé là-dessus. Mais autrement, on a quand même carte blanche, quoi. C'est ça qui est bien. Alors agroécologie ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici tout est naturel? Tout, on essaye de se rapprocher le plus possible d'une production bio, en fait, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on plante? On a tout un panel de légumes comme des tomates, des aubergines, du céleri, des salades. Et de l'autre côté, on a plutôt des plantes aromatiques. Et la production c'est pour qui? C'est pour le ministre et ses collaborateurs. Et puis bon, quand il reçoit un invité, au fait, il en profite aussi. Et ça suffit à nourrir tout le monde? Non, c'est pas le but, c'est pas le but. Ça fait combien de temps que tu es jardinier ici? Moi, ça fait 13 ans maintenant. 13 ans. Donc Ouais. tu as vu défiler les ministres? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les ministres passent, moi je reste, en quelque sorte. C'est génial d'être jardinier ici. Ah, c'est super, ouais. Comme vous pouvez constater, on n'a pas l'impression d'être à Paris, c'est un havre de paix. Ah oui, il y a un silence incroyable. Ah, mais c'est vrai que c'est un plaisir, hein, tous les jours, de travailler dans un cadre comme celui-ci. J'ai vu que tu avais un drôle d'instrument là. Qu'est-ce que Oui, c'est ça que ça? s'appelle une grelinette. Comment ça fonctionne Et ça? en fait, ça consiste tout simplement à travailler le sol sans pour autant le déstructurer, en fait. D'accord. Alors, on va l'utiliser comme ça. Contrairement à la bêche où on retourne la terre, là, on va plutôt travailler comme ça en surface et travailler comme ça, ce qui fait que les bactéries, les insectes du sol vont rester en place, en fait. Et on évitera de déstructurer le sol. Quand même, c'est du compost de ministre. hein. C'est du déchet de nourriture de ministre. Voilà, maintenant je vais griffer pour l'introduire dans le sol, pour l'incorporer légèrement dans le sol. Il y en a assez là. Oui, il y en a assez, oui. Tenez, sentez-moi ça, vous me direz ce que vous en pensez. Puis on a aussi de l'oseille en fait. L'oseille. De l'oseille. Ah, très Pour faire de la important soupe. l'oseille. Hein. Des Ouais, et omelettes. puis en période de crise, ça peut aider aussi. Quoi. De l'oseille dans les Pour les caisses ministères. de l'État. On a le droit de marcher sur la Bien pelouse? sûr, allez-y, je vous en prie. Hein. Bon, allons-y. Je vois que la pelouse, elle est plus comme avant. hein, Elle est Non, un elle peu. n'est plus entretenue comme auparavant parce que bon, c'est en termes d'agroécologie, c'est une demande que le ministre en a fait. Il voulait plus qu'on fasse de traitement, ce qui n'est pas plus mal hein, quelque part. Mais bon, on voit que certaines adventices, mauvaises herbes apparaissent en fait. Mais bon, elles poussent en rosette, hein, c'est pas très disgracieux au regard comme vous pouvez voir. Et puis bon, on n'utilise plus de produits de désherbants sélectifs pour les tuer en fait quoi. C'est fini la pelouse impeccable. Au ministère, en tous autrefois. les cas, ça l'est. Mais je dirais que ces tendances, c'est un peu dans l'air du temps, en quelque sorte. Quoi. C'est vraiment le jardin idéal ici, Pierre. On a même des ruches. Oui, tout à fait. On les a installés il y a environ un an. Et les abeilles butinent les fleurs du jardin? Dans le 7e arrondissement, ici même, on est dans un écoquartier, en fait. On a la chance d'avoir beaucoup de jardins, en fait. Donc beaucoup de plantes, et elles viennent butiner les plantes à 3 km à la ronde, en fait. Quoi. De tous les beaux jardins du quartier. De tous les beaux jardins. Alors elles choisissent, après, je sais pas comment elles font, mais... Donc ça fait un miel qui est ici? Oui, C'est le miel alors mille c'est fleurs le miel du ministère. Alors on l'a appelé miam parce que ça symbolise miel issu des abeilles du ministère, en fait. Il y a une grosse production? L'année dernière, on a récolté 50 kilos pour une première année. On y goûte à ce miel? Allez-y, je vous en prie, faites-vous plaisir. Vous en pensez quoi? Allez, je vais me faire plaisir aussi. Il est très bon. Ouais. Il est très doux. Il est vraiment parfumé. Un arrière-goût de tilleul un peu. Exactement. Ouais. De tilleul. Il y en a dans le coin, les Oui, tilleuls? on a dit tilleul, mais bon, dans le quartier, il y en a pas mal aussi. Autre surprise, cette fois dans le grenier du ministère se niche une cinémathèque. Elle a vu le jour début du XXe pour aller porter les actualités et un peu de culture dans les campagnes françaises. C'est un véritable petit trésor du ministère de l'Agriculture, ça. Et oui, Caché. c'est un trésor très caché et ce n'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de films, beaucoup de pépites. À la Cinémathèque, nous avons à peu près 2500 titres. Il faut dire que le ministère produit et diffuse des films depuis 1923. Alors racontez-moi l'histoire de cette cinémathèque. Pourquoi le ministère de l'Agriculture produisait et produit des films encore aujourd'hui?
Eh bien, c'était pour éduquer tous nos agriculteurs dans les campagnes. Avec des bus ambulants, on pouvait projeter nos films. Alors qu'est-ce qu'on montrait précisément? C'était par exemple un film sur le bon et le mauvais laitier. Comment entretenir une étape pour avoir du bon ou du mauvais lait. Il s'agit de films d'éducation et beaucoup de films de propagande. Quand vous dites des films de propagande, c'est-à-dire? Vraiment, le français est le meilleur et tout ça. À la gloire de? À la gloire d'eux, c'est ça. Les gens adoraient ça puisqu'ils s'imaginaient que le ministère de l'Agriculture venait à eux. Donc ils étaient très friands de ce genre de cinéma. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Connue pour ses ministères, la rue de Varennes l'est aussi pour abriter le très célèbre musée Rodin. Le bâtiment principal, ancien atelier du sculpteur, est actuellement en travaux. Les œuvres exposées ne sont donc pas visibles. Mais l'endroit vaut le détour pour son magnifique jardin qui sert d'écrin aux sculptures en bronze. J'y retrouve en pleine séance de pause notre Monsieur Histoire de Paname. Frédéric, Ah oui, oh. je vous trouve bien pensif. Ah bah oui, c'est le moment ou jamais. Hein. Ah bah oui, vous pouvez pas la louper celle-là. Le penseur de Rodin. Rodin. Je pense que c'est la statue la plus célèbre, la plus connue dans le monde d'Auguste Rodin. Il nous dit qu'il a voulu représenter Dante, réfléchissant à l'écriture de la Divine Comédie. Alors il est assis sur son rocher, avec les pieds qui s'arc-boutent, vous les voyez, ils sont bien, il essaye de ne pas glisser de son rocher. Et tout ça, ça représente en fait un personnage qui va faire partie de la grande porte de l'enfer, qui est aussi présente ici dans ce musée et que l'on peut découvrir parce que Rodin et cette maison, c'est un mariage d'amour, de raison et historique. Rodin, il a passé une grande partie de sa vie ici? Alors non, pas tant que ça finalement, une bonne dizaine d'années. Il a commencé par habiter 2-3 pièces. Et puis très vite, comme on y a installé plusieurs artistes, il s'est senti un peu en bonne compagnie, mais finalement il a pris tout l'hôtel. Et donc c'est devenu son atelier, sa résidence. Il meurt en 1917, vous voyez, son existence ici a été assez courte finalement. Et quand c'est devenu un musée? Il l'a souhaité lui. Il l'a dit, il l'a écrit, il a dit j'aimerais bien que mes œuvres restent là, que ça puisse devenir un musée accessible à tous. Il fait énormément de dons à l'État et du coup on va faire voter une loi. Ce sont les députés, les sénateurs qui vont voter pour que ce lieu devienne effectivement, comme il appartient à l'État, qu'il devienne un musée. Et ça va ouvrir dès 1919, c'est-à-dire 2 ans après sa mort. Et depuis, ça n'a cessé de glaner évidemment des gens du monde entier parce qu'on veut absolument voir ses œuvres à l'intérieur. Bon, en ce moment, c'est en travaux, mais à l'extérieur aussi parce qu'il y a un jardin magnifique. Oui, c'est un endroit à pas rater si on visite le quartier. Ah oui, il faut vraiment, c'est incontournable. Ce quartier est décidément très précieux. Après les bronzes de Rodin, je vous emmène rue Vaneau, dans la vitrine parisienne de la maison Dauvé. C'est le dernier batteur d'or de France. On y vend des feuilles et des poudres d'or pour les amateurs éclairés. Jean-Luc Leguet, enlumineur de renom, est un habitué des lieux. Bonjour. Bonjour. Permettez que je m'assieds à côté de vous? Bien sûr, pas de problème. Je peux vous demander ce que vous faites? Bien, je suis en train de poser de l'or. L'or, c'est la première, dans une enluminure, c'est la première couleur que l'on pose, parce que c'est elle qui est comme la lumière primordiale qui va éclairer l'œuvre. Et donc, toutes les autres couleurs qui seront posées après, eh bien, vont se réfracter en des milliers de couleurs. Dites-moi, là l'or était quand même très très mat. Comment vous allez le faire briller? Alors, écoutez, ça a été une expérience quand j'ai passé 10 ans avec mon maître ermite franciscain. Et au moment de faire mon chef-d'œuvre pour devenir maître enlumineur, l'or ne brillait pas et je ne savais pas comment mon maître s'y prenait. Et un jour, eh bien, par hasard, mon oncle a ripé comme ça sur l'or qui était mat. Et tout d'un coup, l'or s'est mis à briller. Et alors, j'ai eu l'impression que la lumière sortait de ma main. Et que ma main devenait une main de lumière. Avec cette découverte-là, ça m'a ébloui.
Vous voyez, regardez comme ça, oui. C'est quelque chose de très très complexe, de très codifié quand même, l'aluminium. Si vous deviez le résumer comme ça pour un néophyte comme moi, qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi une enluminure? Alors une enluminure, c'est comme un mandala. C'est un support de méditation par rapport à un texte, par rapport à une image, et donc qui permet à celui qui va contempler cette image d'aller vers lui-même et d'aller vers sa propre origine et vers son, je dirais, son inconscient archétypal, comme pourrait dire Jung. Comment vous êtes devenu maître dans cette discipline? Eh bien, en fait, j'étais chorégraphe à l'époque. J'ai travaillé donc avec des étoiles du Bolchoï, Kirov, New York City Ballet, Opéra de Paris, etc., dans des plus grands festivals. Et un jour, je faisais des recherches sur les danses traditionnelles et je me demandais comment les danseurs pouvaient atteindre des extases intérieures. Comme les derviches-tourneurs. Comme les derviches-tourneurs ou des danses africaines de résurrection ou autres. Et là, je suis tombé à la bibliothèque aréale de Turin devant un manuscrit qui m'a ébloui. Et je me suis dit, si je trouve un maître enlumineur, j'abandonne tout. Et au lieu de faire danser les hommes, je vais faire danser les images. C'est une belle comparaison. Voilà. C'est quoi un batteur d'or? Alors le batteur d'or est l'artisan qui va fabriquer des feuilles d'or, des paillettes, des poudres. Pour faire une feuille d'or, on part du lingot qu'on va transformer en un long ruban, donc ça c'est le laminage. On découpe ce ruban en petits carrés. Ils sont disposés dans ce millefeuille là. Oui. Et donc des hommes tapaient avec ce marteau pour étaler la feuille. Maintenant c'est une étape qui est Mécanisé. qui est mécanisée, voilà. Autrefois, c'était des hommes qui faisaient ça? Ouais, Toute la journée, ils tapaient? toute la journée. On tapait comme ça? Attention à la colonne. J'ai cassé la colonne? Non, Ouais. ça va. C'est énorme comme marteau, ça pèse combien? C'est lourd. C'est très lourd. C'est super lourd. Et la, Et à la force de- colonne est très Elle est J'ai failli précieuse. casser la colonne. La colonne est précieuse. Bon, alors je vais arrêter de casser la colonne. Aujourd'hui, les ateliers d'Auvé ont déménagé en Haute-Savoie. Leur production haut de gamme alimente principalement les artisans restaurateurs des monuments nationaux, un marché aussi fin que les produits proposés. C'est super fin. Ça pèse combien, ça? C'est très très léger, c'est plus léger que l'air. Ça fait hop là, à peu près 1/10 de micron d'épaisseur. Voilà. 1/10 de micron d'épaisseur. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de danser. Ça tombe bien, rue de Varennes, je tombe sur l'un des plus célèbres cours de danse de Paris. Chez Georges et Rosie. Tout le gratin mondain et politique a appris à danser sur ce parquet. La maison a été reprise par Roland. Aujourd'hui encore, il apprend la valse ou le cha-cha-cha aux people. Elle existe depuis combien de temps, cette école? 85 ans. 85 Elle a été créée en 1930 Par qui? par Georges et Rosie eux-mêmes, un couple marié qui aimait la danse. Et 4 ans après, en 1934, ils ont passé le championnat du monde en danse de salon et en professionnel, qu'ils ont gagné. En 1937, ils ont eu le général de Gaulle, qui a pris des cours avec Madame Rosie. Là a commencé leur notoriété quand même. Il est venu au départ parce qu'il avait besoin d'une danse pour une ambassade ou autre, pour ouvrir un bal pour le foxtrot, qui était bien à la mode au début. Après, il a continué avec d'autres danses, la valse, le tango, pour son propre plaisir. Donc le général de Gaulle a appris à danser sur ce parquet. Exactement. Après, on a eu du cinéma, on a eu Richard Berry, Bernard Giraudot. La plupart de ces acteurs viennent surtout pour une scène de danse au cinéma. Nous avons eu aussi Karl Lagerfeld, qui est venu sur plusieurs années. Et chaque année, il y a le ballet débutant. Pour ce bal, il y a 3 ans, on a eu Demi Moore et Bruce Willis qui nous ont amené leur fille scout la rue. Et par la même occasion, ils se sont mis à danser aussi, à faire quelques pas avec nous. Roland, vous aimez les paris impossibles? Ici, on a appris à danser au général de Gaulle. Oui. Est-ce que vous allez arriver à me faire danser, moi? Oui, certainement. Je suis aussi raide que le général, attention. Hein. Alors, je ne sais pas si le général de Gaulle était raide. Je ne le sais pas. Oui, droit. Droit, c'est bien. Donc, on fait arrière, transfert.
Maintenant, nous faisons nos 3 pas à droite. C'est un chassé. Tcha, tcha, tcha. Fini. Adrien, tout seul. Un pas de base, tcha-tcha-tcha, style compétition. Voilà, alors on va réduire un peu. Danse, public. 2, 3, tcha-tcha-tcha. 2, 3. Ça, c'est déjà pas mal. Exécution. Il ne faut pas réfléchir, tu comprends pas trop. C'est bien ça. Tcha-tcha-tcha. Et 2, et 3. Tcha-tcha. C'est bien là. Bien. Maintenant, évitez de me faire ceci. Voilà qui donne la pêche, direction à présent chez Marie-Laure, baptisée par ses voisins et amis le rayon de soleil du quartier. Elle tient depuis 35 ans une boutique de vêtements pour enfants, avec au fond son atelier de confection. Marie-Laure est une couturière avec une particularité unique à Paris. Bonjour monsieur. Bonjour Marie-Laure. Bougez pas, bougez pas. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour moi? Je vous explique. Je vais essayer. C'est ma robe de baptême quand j'étais tout petit. Et je voudrais l'offrir à ma petite nièce. Mais ma petite nièce, elle est plus costaud que moi. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? C'est ravissant. Est-ce que je suis au bon endroit déjà? Ah ben oui, ça c'est un peu ma spécialité. Les robes de baptême, il y a quelques années, on les faisait vraiment toutes petites parce qu'on baptisait les enfants tout petits. Mais alors, moi, ce que je peux faire, c'est l'agrandir, mais il faut en faire une autre. Je récupère toute cette dentelle, ça c'est ravissant, je récupère ça et je vous mets ça sur un autre tissu. Comme ça, votre robe, elle peut faire de génération en génération. On peut lui redonner une autre vie. Vous voyez, déjà, celle-là, c'est une que j'ai faite. Ah oui, à partir d'une ancienne? À partir de tout petits morceaux. Ça, c'était un ancien jupon. Et le petit bonnet aussi, vous l'avez fait? Vous voyez, le petit bonnet, j'ai récupéré ça. Ça, c'est fait à la main. Ça, ce sont que des petits plis, mais je récupère ça sur une autre robe, sur... voilà, je chine. C'est un travail incroyable. Vous chinez? Ah ben oui, il faut trouver les dentelles dans les brocantes. Voilà. Ça vous vient d'où, cette passion pour les robes de baptême? Je sais pas, c'est la couture, j'ai de la chance. Je suis née avec une aiguille dans les mains, j'ai toujours cousu. J'ai toujours cousu. Quand vous étiez petite? Ah oui, quand j'étais petite, j'ai cousu pour mes poupées, j'ai cousu pour toute ma famille, j'ai cousu, voilà. Et qui vous a appris cet art-là? Bah, vous savez, plus vous en faites, quand vous aimez ce que vous faites, vous apprenez sur le tas. Mais j'ai fait une école, hein. J'ai fait une école. Et avant d'être ici, vous faisiez quoi? J'étais styliste pour l'enfant, toujours. Et là, c'est particulier quand même. Oui. Parce que c'est rare. Ah bah c'est rare, oui. Il y a combien d'heures de travail là-dessus? Oh, on compte pas. Et ça vaut cher? Je les vends 1 000 €. Refaites complètement 1 000 €? Oui. C'est de la haute couture, ça? Oui, c'est un bien grand mot, mais c'est presque. C'est un travail d'artiste, en tout cas. Oui, absolument. Moi, ça me fascine. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est un très joli travail. C'est original, en plus. Ben, je vous laisse travailler, alors. Ah ben merci beaucoup. Je repasse dans 3 semaines. Ah, dans 3 semaines. En attendant, je vais me faire une toile et pas dans n'importe quel cinéma. La Pagode, rue de Babylone. Un lieu chargé d'histoire avec un petit jardin où l'on peut prendre le thé entre 2 séances. Tiens, comme par hasard, je retrouve Maître Gersal attablé et à l'ombre des bambous. Frédéric, alors là, bravo. Vous avez trouvé l'endroit idéal pour prendre un thé. Vous vous rendez compte, on est bien. Asseyez-vous. Attention, vous avez un lion derrière votre dos. Oui, vous aussi. Moi, il est docile. Bon, superbe pagode. Oui. On la doit à qui, cette pagode? Alors, au début, je me suis dit, allez, la pagode en plein cœur de Paris, ça ne peut être que le fruit d'une exposition universelle. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on est bien au 19e siècle, mais c'est un cadeau offert par un homme amoureux à sa femme. C'est merveilleux. Magnifique. 1896. Il fait construire une pagode japonaise.
Enfin, ils croient que c'est japonais. Parce que quand on voit derrière nous... Avec des vitraux, c'est ben un peu voilà, rare. Quoi. le vitrail n'est pas tellement dans l'état d'esprit du Japon. Donc c'est vraiment surprenant. Le but, c'était presque une maison de campagne, presque une folie en plein cœur de Paris. Ça, c'est ça l'idée. Et puis petit à petit, on va la délaisser, elle va être abandonnée et reprise pour le 7e art. Ça va rentrer comme salle d'art et d'essai, puisque la nouvelle vague va y exploser littéralement. Maintenant, il y a 2 salles à l'intérieur de la pagode. Et puis on a organisé ce petit jardin. C'est comme un havre de paix, un petit peu en plein cœur de... Ah, c'est un endroit à part. Oui, exactement. On prend une gorgée, on va se faire une toile après? Ah tiens, quelle bonne idée. Mais dites donc, au cinéma, vous mangez pas de popcorn, vous? Ah bah si, c'est obligatoire. Ah non, pas pendant le film. Croc, croc, oh, quelle croc, horreur. c'est du bruit. Si vous aussi, vous aimez le cinéma au point de regarder 2 fois le même film, retrouvez cet épisode de Paname sur le site de France 3 Paris et les bons plans et les bonnes adresses sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.